Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui est un épisode un peu spécial où nous avons le plaisir de recevoir Armelle Solélac de Switch, PDG de l'agence Switch. Bonjour Armelle. Salut Ariane, salut à tous. C'est très étrange de t'avoir en tant qu'invité et de n'avoir que deux personnes à l'écran puisqu'on se voit lorsque l'on fait nos épisodes. Ça l'est encore plus d'être de l'autre côté, d'être interviewée. Ça va bien se passer. Alors on est en ce moment en train d'enregistrer cette série sur l'audace et je trouvais que ça t'allait bien, donc c'est le bon moment pour parler de toi. Est-ce que, pour démarrer l'épisode, tu peux nous dire si dans ton enfance, justement, il y avait des signes qui étaient un peu précurseurs du fait que tu te retrouves à être une experte de la communication et une spécialiste du tourisme? Est-ce qu'il y avait des éléments comme ça dans ton enfance qui étaient des signaux faibles, en fait, qui laissaient présager que tu t'orienterais là-dedans? Alors oui, il y avait quelques signaux faibles sur ces sujets d'expertise, mais il y avait surtout des signaux plus que apparents, clignotants rouges, sur le fait que je devienne entrepreneur. Parce qu'en fait, avant d'être experte sur des sujets, je suis surtout entrepreneur. Et notamment, donc pour la petite histoire, quand j'avais 9 ans, je me souviens d'une fois dans la cour de récré, on m'avait demandé ce que je voulais faire plus tard et j'avais répondu PDG. Je savais pas très bien à l'époque ce que ça voulait dire, mais j'avais compris que c'était une position de responsabilité, de pouvoir aussi, et c'est ce qui me faisait envie à l'époque. Donc j'ai crié ça, mais très naturellement, c'était une évidence pour moi. Et puis ça s'est en fait confirmé évidemment au fur et à mesure des années, mais avec des détours. Notamment parce que il s'est passé un certain nombre d'événements au cours de mon adolescence et principalement le fait que mon père, quand j'avais moi 8 ans, a commencé à créer plein d'entreprises. Il en a créé, je pense que de l'âge de 8 ans à l'âge de 20 ans, il a dû en créer 5 ou 6 différentes qui se sont toutes crashées au bout de 12 mois. Donc j'ai assez vite compris que l'entrepreneuriat, c'était un métier à risque. Et j'ai aussi compris un truc, je sais pas pourquoi, un jour dans une conversation, on m'a dit oh là là, les avocats gagnent beaucoup d'argent. Et j'avais donc compris que si tu voulais vivre confortablement, il fallait gagner un peu d'argent. Et donc là, j'ai commencé à me dire que ça pouvait être un métier intéressant que d'être avocat, et ça permettait quelque part de concilier 2 autres éléments. C'est d'abord, il faut avoir des talents d'orateur ou d'acteur quand on est avocat. Et puis, je sentais aussi que ça permettait d'être dans quelque chose de très inscrit dans le rang, quelque chose de très traditionnel. Et comme moi, j'ai toujours été une enfant un peu à part, un peu différente de mes camarades, eh bien, ça me permettait d'être dans quelque chose de très conventionnel. Donc, je suis passée de l'envie d'être PDG à l'envie d'être avocate.
Et puis là encore, les turpitudes de ma jeunesse, ou plutôt des événements autour de moi quand j'étais jeune, ont fait qu'un jour, donc mes parents sont divorcés, et un jour, alors que j'étais en visite chez mon père, on a découvert que la porte de son appartement avait été forcée, ce qui est complètement illégal, par un huissier, et qu'il avait raflé absolument tout, et il restait plus que du linge sur le sol. Et ça, c'est des événements qui marquent profondément quand on est enfant, et qui ont complètement confirmé, qui m'ont renforcée dans l'idée de devenir avocate et de faire du droit. Et puis je crois qu'il y a un autre élément dans mon caractère qui s'est énormément patiné avec le temps. Mais quand j'étais jeune, j'aimais bien partir dans des grandes croisades. Il y avait des sujets comme ça qui me tenaient très à cœur, et pour lesquels j'aimais bien me mettre en risque et prendre avoir des partis pris très forts et les défendre très fortement. Je m'opposais énormément à mes enseignants, mais toujours de manière polie. Donc j'avais l'art et la manière de dire à mes profs, en substance, que c'était des cons, mais sans jamais prononcer le mot, ce qui les rendait fous. J'étais la seule à dire bonjour en classe, au revoir, mais entre-temps, je les avais totalement ridiculisés, évidemment. Et donc, ça, c'était l'une de mes grandes croisades. Et donc, ben voilà, ce caractère rebelle, qui est quelque chose qui est un trait essentiel de l'entrepreneuriat, c'était déjà là quand j'étais plus jeune, quoi. Donc en fait, la trajectoire était d'une certaine façon tracée, parce que on voit que du coup tu maîtrisais l'art oratoire, c'est orienté vers la communication plus tard. Tu aimais le cadre juridique. Aujourd'hui, tu es juge également au tribunal de commerce. Donc après avoir fait des études de droit, donc ça s'est concrétisé. Et puis ton goût un petit peu de l'exploration et autres, tu vas nous en parler un peu plus tard. J'ai préparé des questions là-dessus. Ouais, j'ai pas précisé que je suis aussi issue d'une certaine lignée. Mon grand-père était prospecteur de pétrole en Afrique principalement, et il a énormément voyagé toute sa vie, et il m'a toujours raconté petite des histoires de lutte avec des éléphants, avec des antilopes, les serpents à sonnette dans le duvet le soir quand il allait se coucher. Donc ça a nourri aussi mon imaginaire enfant. Et puis mes grands-parents maternels, eux, ont fait beaucoup de voyages en Europe, et mon grand-père notamment il a fait le STO, le service du travail obligatoire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et alors qu'il avait des geôliers qui étaient des nazis allemands, il a gardé les meilleurs contacts. C'est quelque chose qui est assez fou quand on y pense, avec ces personnes-là. Et il est revenu en fait de la guerre en Allemagne, non pas avec une dent contre l'Allemagne et contre les Allemands, mais avec la conviction extrêmement forte qu'il fallait créer une Europe très puissante, très avec beaucoup de collaboration entre les pays, entre les cultures, etc. Et ça aussi, c'était une conviction politique, et ça a nourri mon enfance très fortement. Et aujourd'hui, c'est l'une de mes très très grosses convictions, c'est qu'on ne peut protéger et défendre que ce qu'on comprend. Et c'est pour ça que les voyages à l'étranger permettent de comprendre l'autre, leur culture, leur façon de penser, en tirer le meilleur aussi, et faire des combinaisons avec notre propre culture. Et c'est aussi ce que je défends beaucoup, cette conviction que le tourisme et le voyage, c'est plus positif que négatif, même si c'est pas sans impact évidemment. Et ça vient de mes grands-parents, très clairement. Et c'est ce qui t'a motivé, parce que du coup, à faire des tours du monde, parce que tu as fait 2 tours du monde, un tour des stations de montagne, je crois que c'était de 2005 à 2008. Donc, t'étais en plus au tout début de ta carrière. Donc, j'aimerais bien connaître un petit peu le déclencheur, parce que c'est quand même pas rien. C'est 3 ans presque, et en début de carrière, c'est quand même assez original. Donc, qu'est-ce qui a déclenché ça? Et tu as réitéré avec un tour du monde des stations balnéaires en 2016-2017. Donc, c'est pour ça que voilà, je me permettais de préciser que les signaux faibles de ton enfance, ce dont tu nous as parlé, se sont finalement bien concrétisés après. Donc, c'était quoi ce déclenchement 2005 go Alors, j'ai effectivement donc fait mes études de droit. Je
faut que je dise la vérité, j'ai toujours été une cancre à l'école, mais vraiment mauvaise. Donc bon, j'ai eu mon bac péniblement, et puis ensuite je me suis évidemment inscrite en droit. J'ai fait 6 ans d'études de droit pour avoir un master en droit des affaires. Autant les cours me passionnaient, mais le principe des révisions où il faut avaler par cœur des volumes de connaissances énormes, ça m'a jamais intéressée. Donc j'étais nulle aux examens. Et d'une manière générale, d'ailleurs, j'ai horreur des examens. C'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Donc bon, j'ai fait mes études péniblement, et en fait, sur ma dernière année de master, on était en août 2004. Donc, je sortais déjà avec Mathieu Gorin, qui était mon copain de l'époque, qui est devenu mon mari depuis. Un soir, enfin une nuit, en fait, donc faut imaginer Grenoble en plein été, c'est vraiment la cuvette, il fait ultra chaud, et je lui dis au milieu de la nuit, c'est quoi ton rêve dans la vie, le truc que tu penses que tu feras jamais, qui te semble impossible? Et là-dessus, il me répond pas tout de suite. Il essaye de faire en sorte que je me rendorme, et puis ça marche pas trop. Et j'insiste, et il me dit, j'aimerais bien faire un tour d'Europe des stations de ski. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire un tour du monde. Et donc, je lui dis, ça, super, on va combiner nos deux rêves et on va faire un tour du monde des stations de ski. Évidemment, sa première réponse, c'est de me dire, mais je viens de te dire que le tour d'Europe, ça va pas être possible, donc le tour du monde, tu oublies. Et puis, j'ai insisté pendant 2 heures, et finalement, je l'ai convaincu au moins d'essayer. Et pour la petite histoire, il a dû céder vers 2 heures du matin à peu près. On a attrapé mon ordinateur portable, et on a commencé à faire une liste. Et au retour du tour du monde, je classais des documents, et je suis retombée sur cette liste. Et aussi fou que ça puisse paraître, absolument toutes les étapes du projet étaient déjà écrites sur cette liste de manière grossière, mais elles étaient là. Et aussi tout le matériel dont on avait besoin était parfaitement indiqué. Donc c'est un projet qui, quelque part, s'est conçu en une nuit, et pour lequel, par contre, il a fallu faire 16 mois de travail en parallèle de mon master. Et lui, il était jeune ingénieur, il commençait à travailler du côté de Clermont-Ferrand à l'époque. Donc il était tout seul la semaine, puis il rentrait sur Grenoble le week-end. Et en fait, le soir, pour occuper ses nuits, il faisait ses soirées plutôt que ses nuits, il faisait des recherches sur Internet pour essayer d'identifier le parcours qu'on allait faire. Donc faut se remettre dans le contexte, en 2004, le web était pas ce qu'il était. Toutes les stations de montagne n'avaient pas un site web. Google Maps, ça n'existait pas, hein. Faut pas oublier. Donc il y avait un vrai challenge technique à la mise en œuvre matérielle de ce tour du monde, au-delà de la question du financement d'ailleurs. Ouais, et d'ailleurs vous avez fait comment pour partir aussi longtemps, puisque vous étiez quand même assez jeune, et la question se pose, et surtout quand vous êtes rentré, qu'est-ce que vous avez fait de toute cette expérience et de ces données? Ça vous a nourri pour des projets? Comment on a fait d'un point de vue matériel? On a évidemment fait tout un routage. Ça, c'était le job de Mathieu. Donc le but, c'était de voir le plus de stations de ski possible, de skier dans le plus de stations de ski possible, dans un temps le plus court. Et au départ, on était parti pour 1 an. Et en fait, assez vite, je pense que ça faisait 3-4 mois que Mathieu travaillait sur le projet. Très vite, il m'a dit, mais en fait, 1 an, ça suffira pas. On peut pas faire, notamment dans l'hémisphère nord, toute l'Amérique du Nord, toute l'Asie, plus toute l'Europe en un hiver. C'est pas possible. Et puis ensuite, on avait l'Amérique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, sur un hiver, mais décalé, puisque les saisons sont inversées d'un hémisphère à l'autre. Et très naturellement, mais sans même y penser, je dis c'est pas grave, on n'a qu'à rajouter un hiver de plus, genre normal. Et lui, du tac au tac, c'est pas grave, t'as qu'à trouver 30% du budget supplémentaire. Et ni une ni deux, avec toute l'arrogance et la naïveté de la jeunesse, je dis ok. Et ça, c'était mon job en fait. Mon job, c'était de faire toute la partie administrative, les visas, gérer toute cette dimension-là, et puis trouver des partenaires, des sponsors qui voulaient bien partir avec nous dans cette aventure. Donc on a réussi à convaincre des grandes marques, Rossignol, Dakine, Dirty Dog, Orthovox. Et puis on a, ça c'est un peu un coup de maître, je dois dire,
on a réussi à convaincre une alliance aérienne qui est One World. Donc il y a American Airlines, British Airways, notamment dans les grandes compagnies qui font partie de cette alliance. Et c'est un peu un coup de maître parce que ils avaient sponsorisé un seul projet avant nous, depuis l'existence de l'alliance, et finalement il y avait pas quasiment pas de précédent, et c'était un projet qui avait rien à voir avec ce qu'on faisait nous. Donc c'était assez fou qu'ils acceptent, et c'était d'autant plus fou que en fait on a eu nos billets 48 heures avant le départ. Donc jusqu'au bout, et ça a été le thème de le fil rouge de tout notre tour, c'est qu'en fait on est parti les 6 premiers mois en Amérique du Nord, on avait bouclé le budget uniquement pour les 6 premiers mois. Et on a tellement économisé, on a tellement négocié sur place que on a y compris dormi dans notre voiture à plus de 3000 mètres d'altitude. On a tellement fait attention à notre budget que finalement, on a sauvé suffisamment d'argent pour pouvoir faire le deuxième hiver. Et puis le deuxième hiver, pareil, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait pour sauver de l'argent pour le troisième hiver. Alors, il nous a manqué un petit peu, et on a appelé les parents de Mathieu à la rescousse pour qu'ils nous prêtent un tout petit peu d'argent pour terminer. Ça a été un tour du monde, mais aussi une quête d'argent permanente pour s'assurer qu'on allait avoir assez. Donc il y avait des sponsors, j'ai aussi vendu beaucoup d'articles dans la presse, vendu des photos, on a tourné beaucoup d'images pour pouvoir envoyer des reportages sur les plus grandes chaînes télévision, et on a gratté un peu d'argent comme ça. Je me souviens, pour vous dire, le Dauphiné Libéré m'avait acheté des articles, et on était à 5 € l'article et 2 € pour la photo. Donc j'allais me battre, y compris pour 7 €. Pourquoi ? Parce que 5 € c'était notre budget d'alimentation par jour et par personne. Donc un article plus une photo, ça nous permettait de bien manger, quoi. Donc ça, c'était retour en 2008. Vous capitalisez. Qu'est-ce que tu prends comme décision, comme orientation à ce moment-là pour ta carrière professionnelle ? Alors, en rentrant, j'avais évidemment plus du tout envie de faire de la fusion-acquisition d'entreprise, de la fiscalité créative, mais j'avais 2 options. Soit créer une sorte d'agence de voyage spécialisée sur les voyages sur mesure dans le ski, parce que évidemment, quand on a skié dans 280 stations, dans 27 pays sur 5 continents, on a quand même une très bonne connaissance du terrain. La spécificité, c'est que pendant ce tour du monde, on avait vendu un guide sur les stations de ski dans le monde avec un éditeur. On avait aussi vendu une étude à la société d'exploitation des remontées mécaniques des Arcs, qui avait une problématique de fidélisation de sa clientèle à l'époque. Donc on avait étudié toutes les stations, sur toutes les stations de montagne, quels étaient leurs programmes de fidélité, comment elles se mettaient en marché, etc. Et en plus, moi j'avais rajouté, donc Mathieu avait créé une base de données, j'avais rajouté des items, il y avait 19 thématiques, il y avait tous les sujets de fonctionnement, de gouvernance, de business model, de sécurisation des domaines skiables, de signalétique, d'organisation des files d'attente, de typologie de remontée mécanique. Il y avait aussi des sujets autour de toutes les zones ludiques, tous les produits phares un peu originaux qu'on pouvait trouver. Il y avait tout un sujet sur l'hébergement, sur évidemment les offres en restauration, mais aussi tous les sujets de traitement des déchets, l'approche RSE. Déjà en 2005, ce sujet de la RSE nous intéressait, et donc en plus de ça, on avait 64 critères d'études fermées, donc avec l'altitude haute, basse, le nombre de remontées mécaniques, la capacité maximum des remontées, enfin vraiment des choses très très ponctuelles précises, qui permettaient de resituer chaque destination dans son contexte. Donc cette base de données, elle est énorme, elle compte plus de 76 000 lignes, donc c'est absolument considérable. Et donc j'avais ce trésor qui est utilisable par personne d'autre que Mathieu et moi, parce que c'est nous qui l'avons complété, donc il y a quasiment que nous qui pouvons comprendre ce qu'il y a dedans. On avait collecté aussi 155 kilos de documents qu'on a analysés,
Et finalement, je me disais, mais c'est trop dommage d'être assise sur ce trésor, de rien en faire. Et c'est là que j'ai pris la décision je la fais courte, mais la décision d'arrêter le droit, en tout cas de faire une pause dans ma carrière de juriste et de créer ma boîte. Pour la petite histoire, je suis quand même allée chercher un job parce qu'on était endetté quand on est rentré et que moi je vis très mal les situations d'endettement et donc j'ai été recrutée très rapidement et au bout de 5 jours, je me suis fait virer. C'était à la communauté de communes de Haute-Maurienne vanoise et je ne peux aujourd'hui que les remercier de m'avoir virée au bout de 5 jours parce que j'aurais évidemment pas la carrière que j'ai aujourd'hui si j'étais restée là-bas, aussi beau que ce soit. Je pense que ça aurait été un enterrement de première classe pour moi. Donc du coup, tu commences à monter Switch et à capitaliser justement sur ces éléments que tu as consolidés et tu t'orientes vers la communication en lien avec le tourisme. Oui, alors je monte Switch en 6 heures. Quand on est juriste, c'est très facile de monter une boîte. Donc ça m'a pris 6 heures pour faire toute la structure, enfin tout créer, sauf que j'avais pas de nom. Et à l'époque, il fallait remplir c'est pas du tout comme maintenant, il fallait remplir un grand formulaire en format A5 qui était fourni par le centre de formalité des entreprises. Et il fallait un nom. Et tant que t'avais pas de nom, tu pouvais pas déposer et créer la boîte. Donc du coup, ça a pris 2 semaines de trouver le nom. Donc, c'est ce qui a été le plus long finalement. Et au bout de 2 semaines, quand j'ai eu le nom, je l'ai enfin créé. Donc je l'ai créé techniquement en 2007, mais j'avais mis une date d'ouverture en janvier 2008. Et à l'époque, je l'ai créé en format entreprise individuelle parce que, et oui, je suis très vieille, les auto-entreprises, ça n'existait pas, les micro-entreprises non plus, enfin tout le dispositif actuel n'existait pas, donc j'étais en profession libérale en fait. J'avais une idée très vague de ce que je voulais faire, j'avais pas de business plan, j'avais pas d'offre concrète, je savais juste que je voulais aider les stations de montagne. Et le tout premier contrat que j'ai eu, c'est Guillaume Lahure de skipass.com qui me l'a offert et qui m'a dit ok, super, t'as fait toutes les stations de ski dans le monde sauf la France. Donc pour ta première mission, ça va être de faire les stations françaises. Et donc tout le premier hiver 2007-2008, j'ai eu la chance d'aller skier dans 64 stations françaises. Je suis allée aussi en Andorre d'ailleurs. Ce qui m'a permis, et c'était génialissime, à la fois de faire mon commercial, c'est-à-dire de me faire connaître des offices de tourisme et des sociétés d'exploitation de remontées mécaniques françaises, mais aussi de comprendre leurs problématiques sur le terrain, ce qu'elles vivaient, etc. Et puis bien sûr, d'aller skier sur le terrain, parce que j'ai une conviction profonde qui est que le terrain ne ment jamais. Et on peut vous dire tout ce qu'on veut sur des sites web, sur des campagnes, avec des ambassadeurs, etc. Eh bien, il y a qu'en allant sur le terrain qu'on sait comment ça se passe pour de vrai. Donc, et pourquoi Switch ? Alors, pour plein de choses, Switch en ski, c'est le fait de skier à l'envers. Et en fait, j'aimais beaucoup l'idée de prendre les problèmes pas frontalement, pas comme ils se présentent, mais d'aller regarder derrière, d'aller voir ce qui se cache derrière un problème, parce que souvent, en fait, c'est là que réside la solution. Et puis la deuxième chose, c'est que un switch, c'est un commutateur, donc c'est un changement qui est radical, c'est quelque chose qui est très un peu extrême quelque part. Et je pense que là encore, c'est mon côté rebelle, le souhait que ça aille très vite et d'avoir des changements très rapides. Et j'aimais cette idée d'être une agence ou un cabinet qui apportait un changement très rapide. Et du coup, le 2016-2017, si je me trompe pas, c'est là où tu fais un tour du monde des stations balnéaires. Pourquoi tu passes de la neige au tropique ? Alors en fait, à la base, c'est une blague. Quand on préparait notre premier tour du monde avec Mathieu, on s'est un jour, je lui dis comme ça, bon sang, après 18 mois, 2 ans de voyage dans le froid, on sera mûr pour aller faire un tour du monde des stations balnéaires et des plages. Il avait éclaté de rire, évidemment. Il m'a dit ouais, bon, faut pas exagérer. Et je pense qu'il a jamais pris ça au sérieux. Sauf qu'en fait, pour moi, l'idée, elle est restée en moi. Et
aussi en rentrant de mon tour du monde, ma mère, qui est une grande lectrice du journal Le Monde, était tombée sur un article d'un directeur d'une agence de design new-yorkaise qui fermait son agence tous les 7 ans pour aller faire un grand voyage. Alors pas forcément autour du monde, mais un grand voyage pendant 6, 7, 8 mois. Et puis tous les 7 ans, il réouvrait son agence. Et en fait, ça lui permettait de se régénérer, d'aller retrouver des idées créatives, etc. Et j'ai trouvé l'idée mais absolument géniale. Et je m'étais dit, très bien, moi je ferais ça. Alors bon, il se trouve que je l'ai fait au bout de 8 ans et pas 7 ans, mais cette idée m'est restée. Et évidemment, tu fais tes petits calculs, tu as compris que entre 2016 et 2017, tu comptes 7-8 ans, et tu as compris que le 3e tour du monde, il est en préparation, évidemment. Et on peut avoir quelques exclusivités? Non, pas pour l'instant. J'ai pris l'habitude de pas trop parler en détail des projets sur lesquels je travaille parce que je sais pas pourquoi, j'ai peur que ça me porte la poisse. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je parlais des grands projets que j'allais réaliser, avant d'avoir vraiment les 2 pieds dedans jusqu'au cou, ils se réalisaient pas. Et donc voilà, j'en parlerai quand ce sera plus avancé. Alors Switch a plus de 15 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. 16 ans, ouais. 16 ans. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis le lancement de Switch? Ça a été quoi les grandes étapes? Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est les pivots qu'on a faits. On a commencé comme cabinet, plutôt cabinet d'audit auprès des stations de montagne, alors que j'avais vraiment envie dès le départ de faire travailler, de plus relier les marques de sport avec les stations et les territoires de montagne d'une manière générale. Mais ça, il se trouve que la réalité du business a commencé comme ça. Et dans mon panel d'offres, parce qu'au bout d'un moment, quand même, j'ai réfléchi à mon panel d'offres, j'avais quatre pôles. Il y avait notamment un pôle RSE. Et pendant 14 ans, tout le monde se fichait de l'offre RSE que je pouvais proposer. Évidemment, en 2020, à la faveur du confinement, les choses ont radicalement changé, mais j'y reviendrai. Donc, de 2008 à 2011, on a été une EI, un cabinet d'études plutôt. Et puis, il y a un petit détail que j'ai pas précisé. Mais c'est qu'en 2008, au retour de mon tour du monde et de mon tour de France, j'ai aussi passé le concours de l'ESCP, donc l'école de commerce célèbre parisienne, où, à ma très grande stupeur, j'ai été reçue. Et pour la petite histoire, j'ai passé un seul concours en école de commerce, celui-ci parce que c'était le seul à ne pas exiger de test en mathématiques. Pour plein de raisons. D'abord parce que je suis totalement nulle en maths et assez fière de l'être d'ailleurs. Et ensuite, parce que je trouve ça ridicule de baser le business uniquement sur des critères mathématiques. En fait, la vie, c'est pas fait que d'addition, de multiplication, de soustraction, de division et de grands concepts parfois pas très concrets. Donc, c'est mon caractère rebelle, une fois de plus, qui parle. Et je voulais aller dans une école de commerce prestigieuse, mais qui avait compris que on pouvait avoir des bons dirigeants, des bons marketeurs, des bons communicants, sans nécessairement être des foudres de guerre en maths, parce que les maths ne président pas tout ce qui se passe sur notre planète. Donc j'ai été reçue, j'ai fait un master en marketing et communication là-bas, et surtout j'ai fait un mémoire d'études sur la montée du ludique dans notre société et comment les marques de sport outdoor et les destinations touristiques pouvaient se servir des médias sociaux pour mieux se mettre en marché. On remet dans le contexte, on était en 2008-2009, donc autant dire qu'à l'époque, c'était extrêmement novateur. Beaucoup d'ailleurs de mes enseignants m'avaient dit oui, enfin j'avais mon directeur de thèse qui m'avait dit oui, mais tu sais, les médias sociaux, c'est une phase, ça va passer.
Bon, moi, je sais pas. Pour vous, je trouve que la phase, elle dure un peu longtemps. Mais la réalité, c'est que j'avais eu cette vision-là. Et c'est aussi, je pense, lié au fait que quand j'étais aux États-Unis sur les 6 premiers mois de mon premier tour du monde, eh bien, j'étais encore étudiante et j'avais eu la possibilité de créer un compte sur Facebook qui s'appelait à l'époque The Facebook. Et donc, je fais partie des premières Françaises à avoir eu comme ça un compte sur ce célèbre réseau social. Donc je sentais qu'il se passait quelque chose et j'avais un peu j'avais creusé ce sujet-là. Et ça a été le premier pivot de Switch puisque très vite j'ai fait des conférences sur la notion d'influence et notamment d'influence sur les réseaux sociaux. C'est des conférences qu'on m'a demandé de faire à plein de reprises différentes. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu des demandes dans ce sens-là. Tiens, est-ce que tu peux me faire du contenu? Est-ce que tu peux créer ma page sur Facebook ou sur d'autres réseaux, etc. Et au fur et à mesure, Switch est devenu une vraie agence de communication avec les campagnes, tout ce qui est plus classique, etc. Et plus du tout un cabinet d'études. Donc ça a été le premier pivot et ça a correspondu aussi en 2012 au moment où on est passé en SAS parce que j'ai commencé à répondre à des appels d'offres publics et que autant dire que en EI sur les marchés publics c'était même pas la peine d'y aller. Donc premier pivot, premier changement de structure juridique, mais aussi premier passage au bout d'1 an au bord de la faillite. Et je veux pas passer sous silence cet épisode-là parce que tous les entrepreneurs qui nous écoutent, je trouve, partageront et se reconnaîtront dans ce genre d'opération. C'est que moi, je m'étais fixé certaines bottom line pour la boîte et en tant que juriste, évidemment, j'avais pas liquéfié mon capital social. Et je m'étais dit, si jamais je suis obligée de toucher à mon capital social pour pouvoir faire survivre la boîte, j'arrête. Et le truc improbable, digne du Monopoly, un jour, on est une semaine avant Noël, je découvre mon relevé de compte et je découvre que mon capital social a disparu. Évidemment, je comprends pas. J'appelle ma banque, aucune réponse. De toute façon, l'erreur ne peut jamais venir des banques, c'est bien connu. Hein, ils ont toujours raison et les clients ont toujours tort. Bon, et donc je passe évidemment un Noël catastrophique et quasiment 3 semaines, 1 mois à me dire mais c'est pas possible. Je sens que je suis dans la partie un peu dans le début de l'ascension de l'entreprise et en même temps je viens de croiser ma bottom line. Donc c'est soit je reste sur mes principes, soit je continue. Et ça m'a vraiment torturée pendant 3 semaines et puis 4 semaines même, jusqu'à ce que je reçoive mon relevé de compte suivant et où je découvre que mystérieusement, eh bien mes sous étaient réapparus. J'ai jamais su ce qui s'était passé. Ma banque a jamais lâché le morceau. Évidemment, j'ai changé de banque aussi sec et j'ai décidé de poursuivre. Mais il s'en est fallu vraiment de peu parce que à l'époque, je crois qu'il me restait 15 jours de trésorerie devant moi avant de mettre la clé sous la porte, quoi. Donc c'est gros coup de chaud. Et je voudrais d'ailleurs faire un petit coucou à Laurent Surbeck qui à l'époque lançait Montagne TV sur les canaux hertziens parce que c'est lui qui au moment des vacances de Noël m'a donné un go pour la mission qui quelque part m'a complètement relancée. Et là, j'ai eu une phase ascensionnelle très très forte avec des croissances à 2 chiffres pendant plusieurs années d'affilée, ce qui demande beaucoup d'énergie. C'est aussi fou que ça puisse paraître. En fait, c'est beaucoup plus facile de gérer de la décroissance que de gérer de la croissance. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Donc ça a été vraiment une grosse période où on a été une pure agence de com. Et puis en 2016, j'ai fait mon premier burn-out parce que j'en pouvais plus, quoi. J'avais monté l'agence de 0 à 10 personnes, j'avais des chiffres d'affaires énormes avec un niveau de responsabilité pour lequel je pense la charge mentale était too much pour moi.
Et puis, j'ai pris cette décision, alors là aussi à la faveur d'une difficulté que je vais partager, hein, évidemment. Je travaillais, on avait comme l'un de nos plus gros clients qui était à l'époque le CRT, donc le Comité régional du tourisme de Franche-Comté, qui était un client qui représentait 50% de notre chiffre d'affaires. Donc je savais très bien que j'étais en danger, mais c'était un contrat sur 3 ans. Donc j'allais pas évidemment refuser un contrat sur 3 ans avec des tels montants de budget. Je m'étais dit, ça me donne 3 ans pour trouver d'autres clients qui vont me dérisquer. Et puis on a un certain président Hollande qui s'est dit que tiens, ça pourrait être marrant de fusionner les régions. D'ailleurs, décision qui, maintenant, on peut le dire, a coûté plus cher qu'elle n'a permis de faire des économies et n'a pas du tout optimisé la gestion des régions et du tourisme dans les régions. Mais donc, qu'est-ce qui se passe quand on a des fusions de régions ? Eh bien, on a des fusions d'équipes, donc des gens qui sautent et des contrats qui sautent. Et pendant toute la période de fusion, j'avais le directeur du CRT au téléphone tous les mois qui me disait « Rassure-toi Armelle, ton contrat sera maintenu, etc. » Et là encore, j'ai la chkoumoune à Noël, manifestement. Le 24 décembre, je reçois un petit mail me disant « Les contrats sont gelés, donc à partir du 1er janvier, vous ne travaillerez plus pour le CRT. » Donc, gloup, la pilule est un peu dure à avaler. Évidemment, je suis juriste, donc je sais très bien ce qu'il en est en matière de droit administratif sur le sujet. On peut geler des contrats, mais pas de manière radicale. Donc, je suis allée faire savoir à qui de droit que ça allait pas se passer comme ça. Et donc, ils ont fait ce qui est traditionnel dans le milieu institutionnel, ils m'ont donné 10% qui était l'allotement minimum légal autorisé, sauf que quand vous passez de plusieurs centaines de milliers d'euros à une petite ou quelques petites dizaines de milliers d'euros, ça change absolument la dynamique d'une entreprise. Et donc là, j'ai compris que j'avais très très peu de temps pour me retourner. Et c'est un moment qui a été difficile. C'est là que j'ai dû prendre les décisions les plus difficiles de ma vie. Il a fallu que je me sépare de certains collaborateurs. J'ai essayé de le faire en bonne intelligence, de les reclasser tous. Mais c'est atroce. Hein. Je me revois en larmes, me séparer de personnes qui sont formidables et qui je suis d'ailleurs encore en contact pour certaines d'entre elles, et désespérée parce que à la fois t'as l'impression que tu perds ton outil de travail, tu perds ta vie, ton bébé, et puis tu perds des gens que tu aimes, c'est tes collègues, mais c'est des gens pour qui t'as quand même de l'affect. T'as une sensation d'échec Total. Et ce qui est aussi difficile, c'est que j'ai dû prendre la décision 10 jours avant de me marier. Donc tu vas te présenter 10 jours plus tard, faut que tu sois toute belle, toute fière, rayonnante, tu vois un peu, et en fait moi j'avais juste envie de me terrer, quoi. J'avais juste envie de me mettre sous ma couette et de pleurer, et j'avais pas du tout envie d'être là toute glamour dans ma robe de mariée, quoi. Donc ça fait des ascenseurs émotionnels, des tiraillements qui sont d'une violence absolue. Et d'ailleurs on s'est mariés, on n'est pas parti en voyage de noces, hein. Le lundi suivant, je retournais au charbon et je travaillais comme jamais j'ai travaillé. Donc c'est pas surprenant qu'il y ait eu ce burn-out en 2016. Et donc on n'a pas fait de voyage de noces avec mon mari, mais je lui ai quand même dit au milieu de l'été, écoute, tu sais quoi, le tour du monde là dont on a parlé, des plages, je vais le faire. Si t'as envie de venir, c'est génial. Si tu peux pas, j'irai quand même. Et comme il est très amoureux et qu'il est formidable, il m'a laissé partir. Ah, il t'a laissé partir. Mais oui, il est formidable. Je sais qu'il est formidable. Donc voilà, alors autant le premier tour du monde, ça a pris 16 mois pour l'organiser avec Mathieu, autant le deuxième en 15 jours, c'était réglé. J'ai quand même appris un ou deux trucs entre-temps. Et pareil, même modalité, t'as capitalisé, t'as créé des partenariats et au retour, ça a alimenté ta vision, ta stratégie, ton positionnement.
Ouais, alors ça c'est un peu un coup fourré de ma part, je dois le reconnaître. J'ai vendu ça à ma famille en leur disant oui, alors je vais me mettre au vert pour me remettre de mon burn-out, etc. Évidemment, la nature, chasser la nature, elle y revient au galop. En fait, j'ai quand même créé une petite base de données. J'ai pris plein de rendez-vous dans tous les pays où j'allais. Et d'ailleurs, c'était génial dans les petites anecdotes. Il faut savoir que les ambassadeurs de France à l'étranger, ils font très très peu de travail diplomatique, mais de plus en plus de travail de représentation commerciale des entreprises françaises. Et donc j'avais contacté tous les ambassadeurs des pays où j'allais et je leur demandais de de m'organiser des réunions. Donc je me revois à Fidji, à l'ambassade de France, avec le ministre du Tourisme, quelques grands chefs d'entreprise de grands resorts locaux ou de grands business du tourisme local, faire un super dîner à l'ambassade et puis ensuite aller sur place avec les dirigeants locaux pour aller voir leur resort ou pour aller voir les prestations qu'ils proposaient. Et c'est hyper riche parce que évidemment on a des conversations d'un autre niveau que la fête du boudin locale, et puis ça permet d'accéder à un niveau d'information très élevé, très riche dans un temps qui est record, quoi. Donc voilà, si jamais vous voulez aller percer dans un nouveau marché, n'hésitez pas à solliciter nos ambassadeurs qui font un travail remarquable et qui sont en plus de ça toujours des personnalités délicieuses et très intéressantes parce qu'en général ils ont visité et travaillé dans plusieurs pays, donc ils ont une culture très intéressante. Donc voilà, j'ai fait ça pendant quelques mois. Tout en ayant d'ailleurs encore des clients pour l'agence, et c'était assez rigolo parce que j'ai pas informé tout le monde de ce voyage et il y a un jour quand même il y a l'un de mes clients qui me dit parce que je pouvais prendre les appels ou faire des réunions téléphoniques ou en visio à peu près à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit puisque j'avais pas prévenu que je partais, donc il fallait que je sois toujours sur le fuseau français. Et un jour il y en a un qui me dit c'est quand même bizarre parce que vous travaillez tout le temps dans le noir et vos rideaux ils changent à chaque fois que je vous vois. Ça avait fait éclater de rire. Je dis oui, là je suis à l'hôtel. Ou j'avais, sans mentir, mais j'avais un peu éludé la question. Et puis au retour, j'ai commencé à travailler avec davantage de destinations en bord de mer qui ont des problématiques qui sont très similaires avec les territoires de montagne. Le risque avalanche en moins, mais bon, eux, ils ont d'autres risques naturels. Et puis aussi en travaillant encore plus avec des marques de sport outdoor. Et ça, j'ai particulièrement apprécié parce qu'on n'est plus dépendant de marchés publics, on n'est plus dépendant de politiques qui vont changer tous les 6 ans, grosso modo, et beaucoup plus avec des processus décisionnels très courts, très efficaces. Donc j'aime beaucoup la combinaison des deux, et du public et du privé. C'est très enrichissant des deux côtés. Alors, tu dis que la vie n'est pas que mathématique, mais Armelle, tu t'intéresses quand même de très près à tout ce qui touche au financement des entreprises. T'es quand même toi-même investisseuse au bord de je ne sais combien de structures. Donc, moi, je veux bien. Il y a il y a quand même quelque chose avec les mathématiques. Qu'est-ce qui te plaît? Parce qu'on a quand même toute une saison sur l'investissement, le financement des entreprises. Qu'est-ce qui te plaît dans ces mathématiques-là? Bon, d'abord, Ariane, je te remercie d'avoir subi cette 4e saison, parce que je sais que c'était pas ta favorite, alors que moi, je me suis éclatée totalement. Alors, tu te souviens quand je disais que quand j'étais petite, j'avais compris qu'il fallait de l'argent pour pouvoir payer quelques projets sympas et être à l'aise. Bon, l'idée est pas restée lettre morte. Pour la petite histoire, quand j'étais étudiante en droit, j'ai aussi pris du temps parce que j'ai été trader en parallèle. Et je fais partie des gens qui ont été les premiers à faire du trading en ligne, ce qu'on appelle du day trading en ligne. Je travaillais principalement, pour ceux qui connaissent, sur des warrants et des obligations convertibles en fin de vie, c'est-à-dire avec une volatilité extrême. C'est parmi les produits les plus risqués au monde. Et évidemment, no risk, no glory. Ça m'a permis de faire
quelques profits rondelets. Pour la petite histoire, je suis passée de 10 000 euros à 640 000 euros en 5 mois. Donc c'est vous dire Wow. Ouais. voilà, la volatilité et la brutalité de ce monde. Et j'ai tout perdu en 15 minutes le 11 septembre 2001, puisque j'avais des positions majoritairement sur Air France et les compagnies aériennes ce jour-là étaient pas vraiment en odeur de sainteté. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon voilà, ça fait partie des grandes leçons là. On pourrait faire un autre podcast sur le sujet. Bref. Voilà, c'est bien. Sur la question des anecdotes, on est pas mal là. Ouais, on est bien là. Et donc à l'issue de cet épisode de trading, je me suis interdite de retoucher au moindre produit de marché coté. Donc toujours aujourd'hui, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des gens qui me sollicitent parce qu'ils savent que quand même je suis ce qui se passe, mais je n'y ai plus jamais retouché et je pense que je n'y retoucherai plus jamais. Par contre, je suis toujours fan d'entrepreneuriat et j'ai beaucoup aidé un certain nombre de jeunes entrepreneurs en les accompagnant, voilà, en faisant un certain nombre de choses pour eux. Et j'ai toujours voulu soutenir les entreprises des secteurs du tourisme et de l'outdoor, des sports outdoor, qui font partie des industries qui sont les moins financées actuellement. Et à une époque, j'avais envisagé de créer un fonds d'investissement sur lequel j'avais beaucoup travaillé. D'ailleurs, j'avais un peu travaillé avec l'aide de Jérôme Salvi que je salue aujourd'hui. Et puis, j'ai présenté ce projet et donc elle avait beaucoup manipulé les chiffres. Elle avait fait tout un tas de simulations. Et en fait, on s'est rendu compte que en dessous de 30 millions d'euros d'investissement, le fonds d'investissement pourrait jamais voir le jour. Et puis il y avait un autre élément, c'est que quand tu veux créer un fonds d'investissement en France, tu dois répondre à tout un tas de sujets administratifs et l'autorité des marchés financiers m'avait fourni une liste. Alors faut imaginer, c'est un tableau qui fait 417 lignes et sur lequel il y a quelques lignes de séparation, il y en a 5 en tout et donc en fait 412 pièces à apporter de preuves pour créer ce fonds d'investissement. Et notamment, il y a donc ça tient en une ligne. Il faut que dans l'équipe il y ait au moins une personne qui soit CIF, donc conseiller en investissement financier, qui ait ce diplôme-là. Et donc moi j'ai pris ligne après ligne, comme la bonne juriste là, qui était très rigoureuse. Donc je commençais à collecter les pièces de preuve. Puis à un moment je vois cette ligne-là, je dis ok, il faut être CIF, très bien. Bon alors qu'est-ce qu'il faut pour être CIF ? Il faut au moins 180 heures de formation, passer plusieurs examens, dont un agrément auprès de l'autorité des marchés financiers. Bon très bien, je sais faire, donc j'y vais. Et donc effectivement pendant 6 mois, parce que t'as que 6 mois pour faire tout ça, je me suis formée et donc officiellement, je suis conseillère en investissement financier avec un agrément AMF et je pourrais, si je voulais, exercer cette profession en plus de tout le reste. J'ai pas d'intention particulière aujourd'hui, mais pour finir sur l'histoire du fonds d'investissement, pour l'instant, il n'a pas vu le jour pour la très simple raison que il faut lever ces 30 millions d'euros d'investissement. J'ai levé beaucoup d'argent au moment de mon premier tour du monde qui s'appelait Riders Around the World et je sais ce que c'est que cet exercice. C'est un exercice qui ne m'intéresse pas, mais alors clairement pas du tout. Et autant j'adorerais travailler avec un family office, autant travailler en fonds, c'est une autre problématique parce qu'en fait tous les X années, il faut que tu relèves des fonds et cet exercice vraiment ne m'intéresse pas du tout. Accompagner les boîtes, sourcer les boîtes, j'adore et je pense que je suis compétente, mais alors lever des fonds, c'est pas un exercice qui me branche. Donc en fait, t'as 1000 vies, CIF, juriste, communicante, voyageuse, skieuse. Bon, alors 1000 vies, 1000 anecdotes. T'en as partagé quelques-unes avec nous. Ça va être, alors là pour le coup, la difficulté est plutôt de faire le tri, de savoir laquelle est la plus pertinente ou lesquelles sont les plus pertinentes. Est-ce que tu en as quelques-unes en tête sur toute ta carrière? Je vais commencer par une anecdote rigolote qui est
j'ai pas de héros. Il y a pas des gens que je considère comme des sortes de semi-dieux. Mais quand j'étais jeune, donc j'avais pas du tout de poster de midinette sur les murs de ma chambre, mais j'aimais beaucoup, particulièrement 2 surfeurs. Donc il faut savoir que j'ai peut-être fait le tour du monde des stations de ski, mais en fait à la base moi je suis plutôt une fille de l'eau. Mon père est marin, mon grand-père aussi d'ailleurs paternel. J'ai passé une grosse partie de mon enfance sur des bateaux, donc je suis vraiment une fille de l'eau. Et donc j'ai toujours adoré le surf. Et dans les années 90, il y avait 2 surfeurs que j'aimais beaucoup. C'était le style très félin d'un surfeur australien qui s'appelait Shane Powell. Et puis j'adorais le compétiteur qui était Kelly Slater. Qui clairement dominait. Il a gagné plus de 11 fois, je crois, ou 11 ou 12 fois les championnats du monde. Donc c'est vraiment le king. Et quand j'étais petite, je me disais tiens, ça pourrait être sympa de le rencontrer. Et puis je parlais de Fidji tout à l'heure, et il a fallu que j'aille jusqu'à Fidji, et en l'occurrence le dernier jour, puisque à l'aéroport je suis tombée sur lui. Et donc j'engage la conversation avec lui, très sympa. Il me propose de faire une photo, ce que je ne fais jamais. Je me prends pas en photo avec des personnalités, ça c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Mais bon, là, ok, j'accepte. Donc on fait la photo ensemble, et puis chacun repart de son côté. Et l'étape d'après pour moi, c'était d'être à Hawaï. Et donc je me retrouve à Hawaï, pas loin de Pipeline, qui est un spot mythique sur le North Shore à Oahu. Et je me gare, je surveille très très sérieusement le spot, parce que c'est quand même des lieux qui sont assez techniques, c'est très engagé. Puis il faut imaginer, on est en décembre, donc c'est la période la plus forte en termes de qualité de vague et de hauteur de vague. Et tout d'un coup, il y a un énorme monster truck qui se gare à côté de moi. Et j'ai oublié de préciser, j'avais posé une petite caméra qui faisait un time-lapse sur le capot de ma voiture. Donc je suis là en train de regarder ça. Et puis tout d'un coup, il y a 3 gars qui passent devant moi, qui voient la caméra, mais qui voient pas forcément que je suis là, et qui baissent leurs pantalons. Et qui et leurs caleçons évidemment, et qui font dandiner leur derrière devant ma caméra, qui évidemment n'en perd pas une miette. Et puis tout d'un coup ils s'arrêtent, ils se relèvent, et parmi les 3 Royal Séans, eh bien il y avait celui du King en personne. Donc autant la première fois je m'étais dit waouh, la classe, il est vraiment incroyable, autant la deuxième fois j'ai trouvé ça vachement moins classe mais hilarant. Évidemment, je n'ai jamais diffusé les images, et c'est pas la peine de me les demander, elles resteront. Mais comme j'ai l'habitude de dire, la persistance rétinienne est toujours là. Et c'était il y a 8 ans, et je me rappelle encore du Royal Séant de Monsieur Slater. Donc voilà pour la petite anecdote rigolote. Si tu regardes ton parcours, Armelle, qui est quand même riche, très riche, est-ce qu'il y a une grosse erreur que tu as commise? C'est une question qu'on pose souvent à nos invités. Et qu'est-ce que tu en retiens? Il y en a des très grosses. Alors, bon, évidemment, se positionner sur Air France le 11 septembre 2001, c'était pas glorieux, hein. Et ouais, quand on perd 640 000 € à l'âge de 20 ans, ça laisse quand même des traces. Mais bon, ça c'est quand même lié à des facteurs exogènes. Donc on va dire que des choses pour lesquelles je suis totalement responsable, évidemment il y en a un bon millier. Je dirais que quand j'avais une équipe, j'avais une collaboratrice absolument formidable, dans le top 3 de mes meilleurs collaborateurs, collaboratrices, et j'avais tendance à croire que, d'une manière générale, mes collaborateurs, mais elle en particulier, allaient se battre pour mon entreprise comme si c'était sa propre entreprise. Et je vais oublier que elle était que salariée, et qu'à la fin de l'année, eh bien, elle avait pas forcément de dividendes, même si moi j'en prenais pas. Elle voyait pas forcément la couleur de l'argent, comme. Alors moi j'ai toujours tout réinjecté dans Switch, mais elle voyait pas ça. Et je pense que j'ai peut-être un peu trop tiré sur la corde.
Et un jour, elle m'a fait un sale coup, quoi. Hein. Et je lui en ai voulu pendant des années, à la fois parce que c'était un peu une déchirure, je vais pas dire une déchirure amoureuse, mais quand tu te sépares de ton premier collaborateur ou ta première collaboratrice qui a vraiment de l'importance pour toi, avec qui tu as construit énormément de choses, il y a une forme de déchirure. Et ça a beaucoup pesé ensuite sur ma manière de considérer les salariés, c'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup de confiance, j'ai eu beaucoup de mal à accorder ma confiance à des collaborateurs parce que j'avais toujours peur d'être trahie. Bon, alors maintenant, je lui en veux plus, évidemment. Je peux comprendre sa position. Je comprendrai jamais la manière dont ça s'est terminé, parce que c'est inexcusable pour moi. Mais je pense que ça a été une erreur de ma part et que j'aurais peut-être plus dû me mettre dans ses chaussures et comprendre ce que c'était que la posture d'une salariée. Après, entre guillemets, à ma décharge, comme j'ai été salariée 5 jours en tout et pour tout dans ma vie, c'est pas toujours évident de se mettre dans cette posture-là. Est-ce que tu peux, donc ça, tu nous as parlé de tes erreurs. Quelles sont, en revanche, et à contrario plutôt, tes plus grandes satisfactions, ce dont tu es le plus fier? C'est une question qui est très difficile pour moi parce que j'ai beaucoup de mal avec le sentiment de fierté. Je crois que j'ai découvert pour la première fois ce que ça pouvait être cette émotion avec ma fille. Donc quand ils sont petits, les enfants, ils font des tas de progrès à une allure formidable. Et par exemple, ces premiers pas ou ces grandes étapes, j'étais très fière d'elle. Alors vous allez me dire, c'est ridicule, tout le monde finit par apprendre à marcher, mais moi j'étais hyper fière que ma fille marche. Ou voilà, c'est ces accomplissements. Donc j'ai compris ce que c'était que le sentiment de fierté ce jour-là, ou ces jours-là. Et je dirais que dans la vie professionnelle, je suis pas fière de grand-chose. Après, sur la notion de satisfaction, je pense que compte tenu de la difficulté que c'est que d'entreprendre, le fait de pouvoir dire que j'ai une entreprise qui est encore là malgré les mutations, malgré les pivots, malgré les presque faillites 16 ans plus tard, c'est quand même c'est satisfaisant. Parce que quand on connaît le taux de mortalité des entreprises en France, et en tant que juge consulaire, je suis bien placée pour le savoir, eh bien c'est pas une évidence, clairement. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Parce que il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des zones d'effort très concentrées aussi, et sur un temps moyen long. Où est-ce que tu vas puiser ton énergie? Il y a plusieurs choses. Alors, dans une approche ultra court-termiste, le chocolat m'aide beaucoup. Quand j'ai un moment difficile ou un dossier difficile, j'apprécie particulièrement le chocolat au lait. À bon entendeur, s'il y a des gens qui veulent me faire des cadeaux, ça marche à tous les coups. Après, il y a autre chose, évidemment, plus profond. Je dirais que c'est le sens de ce qu'on fait. En fait, j'ai pas eu une enfance ultra heureuse et par contre, je sais pas comment se sont débrouillés mes parents, mais une semaine toutes les 6 semaines et 2 mois par an, c'est-à-dire les vacances en fait, c'était toujours des moments d'une très grande félicité. J'ai eu beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir quand j'étais en vacances. J'ai détesté être à l'école, mais les vacances c'était vraiment très fort pour moi. Et la conséquence, c'est que j'ai vraiment à cœur de faire en sorte que tout le monde puisse avoir des vacances d'exception, vivre des moments d'exception pendant des loisirs ou des temps de relax. Et c'est ce qui, quelque part, drive aussi mon activité. Et puis, bien entendu, j'ai fait énormément de sport quand j'étais jeune. C'est des sensations, c'est des émotions, des choses qui sont très ancrées chez moi et qui étaient très fortes quand j'étais jeune et qui le sont encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, j'ai vraiment à cœur que quand les gens pratiquent un sport, eh bien, puissent le pratiquer dans les meilleures conditions, avec le meilleur matériel, etc. Donc ça, c'est le sens profond de ce que je fais. C'est-à-dire que c'est pas juste faire la super plateforme de marque d'une destination ou d'une marque. C'est pas juste accompagner vers la labellisation B Corp une entreprise.
c'est en fait ce qui est sous-jacent à ça, c'est de créer des organismes ou d'aider des organismes dont le job est de permettre à des gens de vivre leur meilleure vie. Et ça me motive et ça transcende tout le reste. Après, j'ai des techniques quand je suis un peu au fond du trou. Si par exemple j'ai un dossier qui est particulièrement pénible ou des gens qui me cassent les pieds, ça arrive parfois, eh bien je continue de travailler, mais je vais travailler sur un autre dossier ou sur un autre sujet. Par exemple, je vais réfléchir à créer un fonds d'investissement, tu vois. Ça c'est ma manière d'aller me divertir. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est un conseil que m'a donné ma mère, mais sans le vouloir, parce qu'en fait, elle s'adressait à quelqu'un qui a fait une très très grosse bêtise, et en l'entendant, ça m'a vraiment marqué. Et c'est si t'es assez intelligent pour te mettre dans une situation difficile, bah c'est que t'es assez intelligent pour t'en sortir. Et en fait, ça me donne beaucoup d'espoir parce que c'est vrai que des fois, je me mets dans des situations pas toujours commodes et je me rappelle ça. Voilà. Et puis, il y en a une autre parce que j'ai beaucoup été moquée quand j'étais à l'école, au collège, pas trop au lycée, mais particulièrement dans ma petite enfance. C'est que le succès, c'est la meilleure des revanches. Est-ce qu'il y a un conseil que tu as donné à quelqu'un et qui a eu un impact, tu le sais. Alors c'est toujours un petit peu compliqué comme question parce qu'on veut pas non plus aller alimenter l'ego de l'invité. En l'occurrence, l'invité c'est toi aujourd'hui, mais on a tous à un moment donné effectivement été impactés par un conseil qu'on a reçu ou une phrase, ou là en l'occurrence ce conseil de ta mère à quelqu'un d'autre t'a impacté, il ne t'était pas adressé directement, mais à l'inverse, on a tous eu aussi un impact sur des personnes à un moment donné, et on le sait souvent a posteriori. Donc, est-ce que toi, tu as eu ça? Alors, figure-toi que c'est encore une anecdote. J'ai été invitée pour une mission à La Réunion il y a quelques mois. Et j'avais fait 1 an auparavant une intervention en visioconférence qui avait été diffusée à une grosse centaine de personnes. Et donc, je viens le jour de mon intervention, et puis à la fin de l'intervention, il y a 2 jeunes femmes qui viennent me voir, qui me disent Armelle, il faut absolument qu'on vous remercie parce que depuis qu'on a vu votre intervention l'année dernière, on a créé notre entreprise et ça cartonne. On a fait tout ce que vous aviez dit dans l'intervention, on a tout fait à la lettre et ça cartonne. Alors, je vais être honnête, je me rappelle absolument pas de ce que j'ai dit pendant cette intervention. Je me rappelle juste du sujet qui était le futur les tendances, pour le futur du tourisme. Mais manifestement, ça a dû faire effet puisqu'elles ont créé leur boîte et que ça a du succès. Donc, voilà, ça m'est arrivé. Mais je sais pas ce que je leur ai dit. Ben, c'est pas grave, tu me fais une transition parfaite. C'est quoi les tendances et le futur du tourisme pour les 10 prochaines années selon Armelle Solé-Lac? Oh là là, c'est en 1 minute évidemment. Bon, moi j'en ai identifié 8. J'ai fait un support qui est disponible gratuitement sur SlideShare/Armelou si vous voulez aller voir. Je dirais que mon analyse pour le futur, c'est qu'on va avoir des phénomènes de contraction très importants et des phénomènes de polarisation très importants. Alors évidemment, ça me fait absolument pas plaisir de le dire, mais on va avoir une forme de tourisme populaire assez virtuel, et puis un tourisme élitiste qui lui sera un tourisme d'espace. Je fais la différence entre le tourisme de masse et le tourisme d'espace, et donc ce tourisme de masse, il va être de plus en plus de proximité, voire immobile dans son salon via du virtuel. Et puis le tourisme d'espace, ce tourisme élitisme qui sera avec des déplacements physiques, avec un service ultra personnalisé, humain, pas avec des robots ou des machines ou des tablettes. Et ça, c'est vraiment ce qui se dessine très fortement.
Et puis, je dirais que pour ce qui est un peu de la vision du tourisme sportif, parce que c'est quand même un sujet qui m'intéresse beaucoup, avec un phénomène, et notamment en montagne, des phénomènes de contraction énormes, parce que l'offre disponible pour aller faire du ski ou même pour aller marcher dans des lieux plus frais l'été ou faire différentes activités, eh bien en fait il va falloir monter de plus en plus haut en altitude, et que les stations de haute altitude, elles vont pouvoir absorber un certain volume, mais elles pourront pas dépasser certains seuils, à la fois pour des questions techniques, mais aussi pour des questions de qualité de l'expérience client, qui font qu'il va y avoir de la tension et que clairement les prix ne vont cesser de monter. Et quand je dis que ça me fait pas plaisir, c'est que ça va quelque part à l'encontre aussi de mes convictions, qui sont que moi j'ai eu des vacances exceptionnelles quand j'étais petite, et je souhaite à tout le monde d'avoir ces moments de régénération, de bonheur, même si ça peut être furtif, quelle que soit son origine, ses convictions, ses orientations et évidemment son niveau de richesse. Merci beaucoup, chère Armelle, de t'être prêtée au jeu de l'interview. Et maintenant, je vais essayer de me prêter au jeu du récapitulatif des points clés que je ne fais jamais parce que tu excelles en la matière et je ne veux absolument pas te prendre ce rôle-là, mais exceptionnellement pour toi, je vais le faire. Donc, l'interview d'Armelle Soleylac de Switch en 1, 2, 3, 4, 5 points clés. Entrepreneur, dirigeant, ça c'est le numéro 1. N'attendez pas que vos salariés aient la même vision que vous sur l'entreprise ou les efforts à fournir. Cela pourra entraîner des déceptions à moyen ou long terme. On ne peut pas attendre le même engagement d'un salarié par rapport à un dirigeant. Et il faut respecter le point de vue de l'autre. Et le point 1 bis, qu'on pourrait appeler, c'est le terrain dans cette même lignée ne ment jamais. Il faut donc considérer les spécificités des cultures, de tout ce qu'il y a sur le terrain, pour réellement comprendre les territoires. Le 3e point, il est beaucoup plus facile de gérer la décroissance que la croissance. Entrepreneurs et dirigeants, pensez à vous préserver pour éviter le burn-out quand vous êtes en phase ascendante, la chute peut être rude. Et dans cette continuité, le 4e point, la vie n'est pas que mathématiques. J'ai beaucoup aimé cette phrase, mais néanmoins, pour avancer, on ne compte pas ces centaines d'heures pour devenir CIF, label B Corp et autres. Alors pour tenir dans la durée, 2 options, le chocolat au lait, ça marche. Et la 2e, s'autoriser régulièrement des moments d'exception pour tenir cette zone d'effort dans la durée et faire en sorte que le sens de nos actions transcende tout le reste. On a 2 punchlines, une de ta maman. Si tu es assez intelligent pour te mettre dans une situation difficile, c'est que tu es assez intelligent pour t'en sortir. Et le succès est la meilleure des revends. On suivra tes aventures pour un 3e tour du monde en préparation très bientôt, qui sera couronné de succès. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.